Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h03. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous de l'information. Nous sommes le dimanche 13 février et voici les titres que nous allons développer. Une mission humanitaire pas comme les autres aux îles Tonga. Elle aura duré près de 2 semaines sans toucher terre. Le Tahiti Nui 1 est revenu au Whenua hier et les images de ce long périple sont à voir dans un instant entre joie et déception. L'État fait le bilan de son action en mer. Plusieurs vies ont été sauvées en 2021. Le JRCC a coordonné pas moins de 360 opérations de sauvetage et d'assistance. Les moyens de l'État sont capitaux, mais vous verrez que le centre de sauvetage peut aussi compter sur les bénévoles de la Fédération de sauvetage en mer. En sport, une compétition de natation pas comme les autres ce matin dans la rivière de Vai'iha à Faone, exclusivement réservée aux filles qui plus est. Le reportage avec des images aquatiques magnifiques est à retrouver dans notre tour au sport. David Chang sera avec nous en plateau pour nous présenter le reste de l'actualité sportive. Rideau sur le 19e FIFO. L'événement s'achève officiellement ce soir sur les dernières projections. Nous ferons le bilan avec Myriam Abono, la présidente de la FIFO. La Saint-Valentin, c'est demain et il y a 22 ans exactement au même moment, à la veille de ce jour des amoureux, il y avait une course à pied. Ce sera notre reportage Fénois d'avant de ce dimanche. Merci d'être avec nous. Nous vous en parlions hier soir. La mission humanitaire organisée par le pays pour Tonga est rentrée hier matin. Le contrat est rempli. 166 tonnes de vivres et matériels divers ont été livrés à la population sinistrée. Mais les conditions d'accueil se sont révélées décevantes, surtout pour les ressortissants tongiens qui étaient à bord du Tahiti Nui 1 et qui n'ont pas pu poser un pied à terre pour voir leur famille. Regardez plutôt ce reportage exclusif de Brigitte Olivier et Heidi Enko, nos 2 envoyés spéciaux. Leur déception, c'est ce que nous retiendrons de ce voyage de 7000 km entre Tahiti, Tonga et retour. Ils s'étaient embarqués avec l'espoir de voir leur famille. Ils n'auront vu de leur île natale que Nuku'alofa et sous la pluie. Certains devaient rencontrer une mère, des frères et sœurs ou se recueillir sur la tombe d'un père récemment décédé. Ils sont tous privés de Tonga depuis 2 ans avec l'arrêt des liaisons aériennes. On n'a pas le choix. La loi, c'est la loi. Ils ont forcé les confinements et on respecte les lois tongiennes. J'ai vu l'île, mais malheureusement, on ne pouvait pas quitter le bateau. Je voulais voir mes parents, surtout, et mon petit frère qui est là, qui s'occupe de mes parents. Oui, c'est surtout le E3. Matema à Tonga, dai pour Tonga. Tu vas mourir pour Tonga. C'est ce qui m'a motivé à aller à Tonga. Ils ont relativisé, mais leur chagrin a été perçu par tous à bord et résumé ainsi par l'envoyé d'une église de Tahiti. L'accueil aujourd'hui ne reflète pas l'accueil habituel. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. Ils étaient un petit peu déçus, c'est vrai. Mais je pense qu'ils ont été surtout atteints dans leur dignité. Et ça, on peut comprendre aussi. Ce sont des gens des îles, ils sont comme nous. Voilà, on est très émotifs voilà, quand il s'agit de relations humaines. Le 28 janvier dernier, le bateau de la flottille administrative piloté par le capitaine Gilles Maïfano est chargé de 166 tonnes de dons. Vivres, citernes d'eau, bâches, vêtements. Une fois encore, la solidarité polynésienne s'est exprimée dans toute sa générosité. 5 jours plus tard, grosse déconvenue en arrivant à Nuku'alofa, la capitale. Le Tahiti Nui n'est pas le bienvenu. Les autorités tongiennes ont décrété un confinement en raison de l'apparition de cas de Covid. Commence alors une attente pénible. Les marchandises mettent 5 jours à être débarquées et les containers rendus. Ce sont les marins du bord qui effectuent le gros du travail face à l'immobilisme tongien. Le Premier ministre se déplacera, mais restera au loin. Même la patience du plus diplomate des émissaires est mise à mal. Ils étaient à plus de 100 mètres de chez nous, de notre bateau. Mais au moins, ils sont venus. Ils sont venus parce que je pense qu'ils ont compris qu'il était important de témoigner à l'égard de la Polynésie. En tout, donc, 15 jours d'un long voyage pour aller porter secours à un pays gravement touché par un tremblement de terre et un tsunami. Un vrai geste désintéressé. Et un magazine complet sur cette aventure vous sera proposé très prochainement sur notre antenne dans le cadre de notre émission Vevo. Sa disparition avait beaucoup ému la communauté du Va'a, des pêcheurs et même des sapeurs-pompiers. Le corps de Franck Lissan, décédé le 8 février dernier à l'âge de 35 ans à Tupuai, dans un accident de pêche sous-marine, a été rapatrié à Whakarawā, sa terre natale, aujourd'hui.
Le jeune homme était sapeur-pompier à l'aérodrome de l'atoll depuis une dizaine d'années. Une trentaine de personnes, dont les pompiers de Fa'a, avec qui il avait été formé, lui ont rendu hommage à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Son père, Adolphe Lissan, a bien voulu partager son ressenti au micro de Jérôme Lee et Mélissa Chong. Je ne savais pas que mon fils était aussi aimé autour de lui et pour moi, j'en ressens une joie et une tristesse en même temps. C'est un garçon très engagé dans le métier de pompier. Il aime ce qu'il fait et il a toujours été fidèle et ponctuel dans sa mission. L'État a fait cette semaine le bilan annuel de son action dans notre zone économique exclusive. 5,5 millions de kilomètres carrés à protéger et contrôler. Parmi les nouveaux acteurs des opérations d'assistance, de recherche et de sauvetage maritime, il y a désormais les bénévoles de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer. Cybèle Plichard et Patrick Sing se sont rendus à la station de Veitupa à Fa'a. Le JRCC peut désormais compter sur elle. La Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer se structure. 9 stations réparties à Tahiti, aux îles Sous-le-Vent, au Tuamotu, au Gambier et aux Marquises. À Fa'a, les 10 bénévoles se mêlent aux pêcheurs pour surveiller l'espace maritime. Lundi, on a vu un piroguier au Wahou là, dehors de Paris. On lui a dit de tourner au bord. Pourquoi ? Parce que c'est trop loin pour lui. On a bien reçu une pirogue traditionnelle ou V1 ? Alors une pirogue traditionnelle avec un petit moteur dessus de couleur bleue et blanc. Une disparition fictive pour maintenir un certain niveau de compétence, pas de secret, il faut s'exercer régulièrement. Ça nous permet aussi de ne pas oublier certains protocoles. Donc, lequel par exemple ? Déjà au niveau de la transmission radio et en même temps au niveau de la zone de recherche aussi. C'est une fédération de bénévoles. Nous sommes soutenus certes par les autorités institutionnelles que sont l'État et le pays, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc par conséquent, nous cherchons par divers moyens la récolte de dons pour pouvoir financer les actions en formation de nos bénévoles. C'est ce qui leur manque le plus aujourd'hui. JRCC, Navarro, ok, c'est bon, nous avons pris note. Est-ce que vous avez plus d'informations, s'il vous plaît ? Aux commandes des opérations, le JRCC à Aroué. Au téléphone ou par VHF, un seul chiffre à retenir en cas de problème en mer, le 16. Les appels sont centralisés ici, sous la direction des officiers de permanence. Les chefs de car assurent une veille 24 heures sur 24. À l'engagement de chacun des moyens, on attribue une mission à ce moyen-là et ensuite on les coordonne entre eux. Donc ils ont exactement la même importance qu'un hélicoptère ou qu'une goélette qui participe à une recherche ou un bonitier ou même un avion qu'on sait qu'il passe à proximité et qui peut nous faire une reconnaissance et procéder à un visuel. Grâce aux opérations de sauvetage et d'assistance, 280 personnes ont pu être sauvées en 2021. L'action de l'État en mer permet aussi de protéger nos ressources marines. Une opération de police des pêches a lieu en ce moment même, près des Marquises. Et le patrouilleur de la Marine nationale, l'Arago, s'assure justement que des navires taïwanais sont en règle. Contrairement aux dernières crises sanitaires liées au Covid-19, l'explosion actuelle des cas positifs au variant Omicron n'empêche pas les Polynésiens de vivre quasi normalement. Illustration ce dimanche matin au marché de Papeete. Le port du masque, la distanciation et les jauges doivent être respectés, mais c'est parfois difficile pour les clients comme pour les commerçants. Caroline Fari, Théophane Ter-Itua et Jérôme Lee. Le poisson se vend bien en ce dimanche matin. Les lève-tôt sont fidèles au rituel hebdomadaire. Malgré le port du masque obligatoire dans l'enceinte du marché, une consigne dans l'ensemble respectée selon cette commerçante. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ils respectent beaucoup les commerçants. À peine qu'ils entrent là, nous avons les médiateurs et puis voilà quoi. Ils viennent, tout le monde vient avec le masque quoi. Les avis sur la question sont pourtant partagés. Les agents de sécurité veillent à la bonne compréhension des règles. Pas toujours évident quand certains refusent de s'y plier. Attention s'il vous plaît. Nous vous rappelons que le port du masque à l'intérieur du marché ainsi qu'à l'extérieur est obligatoire s'il vous plaît. Dans le marché, ils ont cette habitude de ne pas mettre. Alors quand ils vont dans les autres magasins comme le Carrefour, ils ont l'habitude de mettre. Pourquoi dans le marché ils ne le font pas la même chose? C'est ça qui est aberrant pour moi, c'est ça, c'est seulement ça.
après 2 ans de Covid et tout, il y a eu un relâchement progressif au niveau du respect des mesures sanitaires vis-à-vis de la clientèle et aussi vis-à-vis des commerçants. C'est-à-dire qu'il y a de la clientèle qui ne respecte plus l'obligation du port du masque et certains commerçants aussi. Un léger relâchement bien compréhensible de la part d'une population soumise à des restrictions à répétition depuis 2 ans. La distanciation reste difficile à envisager. Le port du masque, les gens respectent, hein, mais les distanciations, c'est difficile, hein, parce qu'il y a du monde au marché. Hein. Depuis la crise sanitaire, 1200 personnes maximum peuvent circuler dans les allées du marché. L'invité café, demain, lundi, en radio, il s'agira de la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, qui viendra notamment nous parler de la sécurité sanitaire des établissements scolaires dans le contexte actuel ou encore de l'apprentissage des langues régionales. Dans les médias nationaux, on parle beaucoup du convoi de la liberté, un concept qui a pris son origine au Canada et qui paralyse aujourd'hui la ville d'Ottawa. En France, le mouvement a été interdit par la préfecture de police de Paris. Il aurait réuni puis fait bloquer près de 5000 manifestants. À Tahiti, plusieurs personnes aujourd'hui ont voulu montrer leur solidarité avec cette opération. Une opération contre le pass vaccinal et en soutien de plusieurs revendications sociales, notamment sur le pouvoir d'achat et le coût de l'énergie. Arihoetef Afana et Rohan Potoru ont pu interroger Laïsa Pautehea lors de leur tour de l'île pour la liberté. On a fait le tour de la presqu'île et il y a ceux de Papeete, tout ça, qui sont venus rejoindre. Et tous ensemble, en fait, depuis Papeari, de Papeari, on va aller jusqu'à Taraheuil. Et les 3 mots, liberté, égalité, fraternité, c'est important. Comme on m'a dit, tu es contre quelque chose, j'ai dit non, pour la liberté. Et il y a toujours, je pense, en tant que femme, il y a toujours d'autres moyens, beaucoup plus souples, moins restrictifs, pour pouvoir accompagner tout le monde et pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Hein, pour tout le monde veut ça, d'éradiquer cette maladie, mais en étant, le plus bienveillant possible, parce qu'on a besoin de ça. Place désormais à notre page consacrée à l'actualité sportive du Fénois. Yorana David. Yorana Maruki. On part tout de suite en direction de Faoné, sur la côte est de Tahiti. Et oui, c'est là-bas, dans la rivière de Wai'iha, que s'est déroulée ce matin la toute première édition de la Wahine River Swim, une course de natation réservée exclusivement aux femmes. Elles étaient une trentaine, âgées de 11 à plus de 40 ans. 2 distances, le 750 mètres, le 1500 mètres. Kalinyenar et Rohan Potoru les ont suivis depuis la plage et Arihoetef Afana a plongé avec les nageuses. Le reportage au cœur de l'action. La nature et ses éléments se déchaînent, mais elles sont inarrêtables. Surtout Habaiki Moro, imperturbable, elle est concentrée sur son objectif, terminer cette course de 1500 mètres. À tout juste 13 ans, elle se hisse sur la première marche du podium. Ce qui a été différent, c'est qu'il faisait extrêmement froid dans la rivière. Et ce qui était très difficile, c'est le changement de météo qu'il y a eu. Il a plu comme ça d'un coup. Et qu'est-ce que, du coup, ça a eu quoi comme impact sur le parcours que tu as fait ? Il y avait beaucoup plus de courants et de vagues, du coup c'était plus difficile de nager. Autre difficulté pour Hawaiki, les 17 autres concurrentes, et particulièrement Rani Heitimo, cette jeune prodige de la natation à 11 ans. Elle talonne Hawaiki, mais elle décroche finalement la 2e place du 1500 mètres. J'ai essayé de la dépasser, c'est vrai, mais j'ai pas réussi. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire ça ? Alors déjà, j'aime pas nager en eau libre et en plus quand il y a du courant et que je vois rien, je suis stressée. L'eau trouble, due à la pluie de la veille, a bien failli coûter l'annulation de cet événement. Mais après vérification sanitaire, le top départ est donné à 9h. Pour cette nouvelle course de 750 mètres, elles sont 16 nageuses en lice. C'est finalement Amandine Tournier qui remporte la médaille d'or à seulement 16 ans. J'ai plus travaillé la puissance et la glisse. Je suis pas allée à fond tout de suite, mais je sais pas trop, moi je nage en mer, donc après c'est à peu près pareil. Avant de se lancer, petit échauffement de 10 minutes sur terre, puis 10 minutes à l'eau pour se familiariser avec ce nouvel environnement. Jimmy Tiapari est l'organisateur de cet événement. Stagiaire à l'Olympique de Pirée de natation, il est en formation pour être éducateur sportif. Comme je passe mon BPGEPS, du coup il est demandé de faire un événement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire là, que j'habite là. Et je voulais montrer qu'à la presqu'île, il y a des trucs à faire. Un événement inédit qui ouvre de nouvelles perspectives dans le monde de la natation. La Wahine River Swim sera certainement pérennisée.
Et en métropole, la Fédération française de force athlétique a organisé son championnat de développé couché en Normandie ce week-end. Tout à fait, Marouki. Et bonne nouvelle d'ailleurs pour le club de Nahiti no Aroué qui avait envoyé 3 athlètes. Tomi Teheura et Maouiari Fan ont terminé respectivement 3e et 2e dans la catégorie Open. Le record personnel de Maouiari est de 260 kg. Hier, il a voulu égaler le record de France et soulever 262,5 kg, mais il n'a pas réussi. Romuald Massé, le champion du monde en titre, a soulevé plus lourd, 263 kg. C'est le nouveau record de France d'ailleurs. Allez, on passe maintenant au bref de la semaine. Rapidement, il y a eu du tir sportif, de la course à pied et du football féminin. En football, les Vahineura sont bien arrivées à Strasbourg. Elles vont jouer 3 matchs de préparation. Le but est ensuite de participer à la Coupe des Nations de l'Océanie qui aura lieu au mois de juillet prochain. Compétition qui servira elle-même de sélection pour la Coupe du Monde féminine en 2023. 3 matchs à leur programme les 16, 19 et 22 février au Luxembourg et en métropole. Ce matin, le club de tir Tiarea Petei a réuni ses membres pour des séances d'entraînement au tir au pistolet, à la carabine ou au ball-trap. Après plusieurs mois d'arrêt des compétitions, le niveau est maintenu avec ce genre de séance le week-end. Ce matin, l'accent a été mis sur le tir à la carabine car une compétition se profile au week-end de Pâques. On aura le vendredi du week-end de Pâques carabine. C'est pour ça qu'on s'entraîne un peu là-dessus. Et après, on aura samedi, dimanche 200 plateaux en ball-trap. À Nukuhiva, les élèves de l'école de Taiohae ont participé à leur cross scolaire. Plusieurs distances en fonction des âges, du 2150 mètres pour les CM2 jusqu'aux 250 mètres pour les plus petits. Mireille Tevaria, directrice de l'école de Taiohae. Ça engage 194 élèves de la STP au CM2 et en guise de récompense, nous offrons à nos élèves des gourdes qui nous ont été offertes par un mécène. Voilà, avant de se quitter, voici ce qui a circulé sur le web cette semaine. J'ai trouvé cette vidéo, ça se passe à Snappers, en Australie. Vous les aurez sûrement reconnus, il s'agit de Mitch et de Joel Parkinson. Et visiblement, Mitch n'apprécie pas que son oncle lui prenne ses vagues. Regardez, il lui prend sa planche, ensuite il fait un transfert avec la planche de sa victime. On note quand même que Joel Parkinson surfait sans liche ici. Et là, à la fin, il y a même des dauphins qui se joignent à la fête. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le sport revient la semaine prochaine avec, bien sûr, toujours plus de sport, Marouki. Merci beaucoup, David. On te retrouve avec grand plaisir dimanche prochain. La 20e édition du Salon de la bijouterie d'art, c'est jusqu'à demain dans le hall de l'Assemblée de Polynésie. Près d'une vingtaine d'exposants sont venus mettre en vente leurs plus belles pièces, souvent uniques et originales, conçues avec des matières nobles du Fénois comme la nacre, le bois, les fibres de coco, l'os et bien sûr l'incontournable perle noire. L'événement est organisé par l'Association d'artisanat d'art, soutenue depuis plusieurs années par le pays. L'objectif est de transmettre et de faire la promotion de l'excellence d'après le gouvernement. Écoutez ce client ainsi que Derry Changi, un des nombreux artisans présents jusqu'à demain au salon. Ils sont au micro de Patrick Tsintsing. Madame a trouvé quelque chose, c'est le jour ou jamais. Et donc on a quand même fait un peu le tour des stands? Oui, il y a de très beaux artisans, les stands sont très bien et beaucoup de jolies choses. Et là, la flanchette en particulier sur quoi? Un bracelet? Un bracelet, voilà, de la nacre. Donc un beau souvenir. Ils viennent pour acheter. Hein. Il y en a, pas beaucoup de curieux, mais il y en a qui viennent pour acheter. Hein. Voilà. Le 19e FIFO s'est officiellement achevé aujourd'hui avec les dernières diffusions de documentaires. Cette année, c'est une sorte de double festival qui s'est tenu puisque le FIFO a eu lieu physiquement à la Maison de la Culture, mais aussi numériquement sur la toile. La remise des prix s'est déroulée vendredi soir, comme vous le voyez sur ces images. Nous avons le plaisir de recevoir Myriama Bono, présidente de l'association du FIFO. Bonsoir Myriama. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, double défi cette année, numérique et aussi physique à la Maison de la Culture, après 2 ans de crise un petit peu, et puis l'obligation de présenter un pass vaccinal. Est-ce que le festival de 2022 a rencontré le succès escompté?
Alors c'est vrai qu'on a eu un gros défi cette année à relever et en effet on a eu quand même moins de monde que d'habitude sur la version présentielle et on s'y attendait également puisque évidemment les circonstances n'étaient pas favorables. Néanmoins on avait fait le choix de pouvoir tenir et le présentiel et le numérique en même temps et au final on a bien fait puisque même si on avait moins de monde présent, on a eu énormément de personnes qui nous ont suivis sur le numérique. Quelques chiffres peut-être ou... Alors en fait au final on est au même nombre de visionnage au même ratio. Voilà, alors là, c'était vendredi. Donc, du coup, sur le week-end, on a continué aussi à avoir des chiffres. Et surtout, ce qui est vraiment très intéressant pour nous, c'est qu'en fait, tout le Pacifique s'est connecté et a suivi les films du FIFO. Donc, on a eu des gens qui nous ont suivis de Samoa, de Tonga, du Vanuatu, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, ce sont pour nous de nouveaux spectateurs et de nouvelles personnes qui suivent le FIFO. Donc, c'est vraiment un pari réussi, même si c'est vrai que, il y avait moins de monde à la Maison de la Culture. Pour le numérique, ça se poursuit mardi, c'est important jusqu'à mardi, c'est important de le préciser. Pas de film documentaire polynésien en compétition cette année. Comment expliquer cela ? Alors, je pense que ça s'explique déjà par le fait que, évidemment, la filière audiovisuelle a souffert de la crise que nous venons de suivre, et particulièrement la filière polynésienne. Ceci étant, il y avait quand même beaucoup de films polynésiens hors compétition, donc voilà, la filière est encore vivace, j'allais dire. Et puis, vous le savez, pendant tout ce FIFO, nous avons aussi tenu de nombreuses rencontres, notamment les professionnels de l'audiovisuel ont pu présenter leur livre blanc et le bilan un peu de toute leur activité. Donc ça aussi, c'était une raison pour laquelle c'était essentiel pour nous qu'on puisse se retrouver et discuter ensemble. Donc, Peut-être que pour la sélection de 2023, nous aurons peut-être des documentaires polynésiens. Justement, comment elle se prépare ? Parce que 20 ans, ça fera en 2023. Alors, depuis la semaine dernière, justement, tout le monde commence déjà à penser aux 20 ans du FIFO, parce que c'est vrai que d'abord, c'est quand même une date qui compte. Et puis que cette double édition présentielle et numérique, nous avons décidé de toute façon maintenant de maintenir la place du numérique au sein du FIFO. Et donc voilà, on est déjà dans les starting blocks. On va organiser un séminaire en interne avec l'association du FIFO, les professionnels et nos sponsors pour déjà préparer la 20e édition. Et donc voilà, ça sera, j'espère, une édition haute en couleurs. Une édition exceptionnelle, bien sûr, on l'espère. On retiendra, bien sûr, les bénéfices du numérique pour, justement, les transmissions du FIFO qui est suivi partout dans le Pacifique et un peu partout aussi dans le monde entier. Merci beaucoup, Myriama Bono, d'avoir accepté notre invitation. Un peu de sport et d'amour dans notre Fénois d'avant. Ce dimanche, nous nous replongeons dans la fameuse course de la Saint-Valentin. C'était le 13 février 2000. 5 km en amoureux. Natacha Silagi et Hiro Terurotua avaient rencontré de nombreux couples à l'époque. Les 5 km de course n'ont pas effrayé les amoureux, bien décidés à se dépasser pour la Saint-Valentin. Pour être ensemble. Et souffrir ensemble. Spécialement pour la Saint-Valentin ou vous courez d'habitude ? Ah non, on court de temps en temps. Mon mari court, moi pas. Et là, vous pensez que vous allez être parmi les 10 premiers, les 50 ? Non, on est sûr qu'on ne sera pas dernier et on est sûr qu'on va arriver au bout. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein ? Vous courez d'habitude ? Non, pas tellement. Par moment. Si. Ah si, elle est plus sportive que moi. Ça fait des amoureux, tout ça, et puis en plus comme on aime bien ça, voilà. Vous courez d'habitude ? Ouais, on fait cross régulièrement avec l'école. Pourquoi vous voulez courir ensemble ? Parce qu'on est mariés et puis c'est la fête des amoureux. Une fête qui demande tout de même un minimum de préparation. Les volontaires s'entraînent, les organisateurs sont à leur côté pour les renseigner sur le parcours et les points de ravitaillement. Tout a été bien pensé et le nombre de coureurs a augmenté. La Saint-Valentin y est pour quelque chose, mais cette année, il y a un engouement en plus vis-à-vis de l'an 2000. Je pense que l'an 2000 doit susciter les gens à prendre des résolutions particulières, doit les inciter à courir. Le départ est donné et les amoureux se lancent sur la piste, direction la plage Lafayette. Très vite, les sportifs se démarquent. Les autres aussi d'ailleurs, mais tout le monde fait un effort pour suivre le rythme. Résultat, une foule d'amoureux s'empresse sur la route, tandis que les premiers ont droit à une arrivée triomphante. Ils ont parcouru 5 km en 17 minutes. Ça fait drôle de courir à deux, c'est quoi la différence ?
On est obligé de se parler. D'habitude, quand moi je cours, je suis concentrée sur ma course. Et là, c'est vrai qu'on est obligé de dire c'est bien, ralentis, accélère. C'est différent, mais bon, c'est vrai que c'est une bonne formule. Alors, vous avez couru pour la Saint-Valentin ou pour courir? On est mariés, donc on a couru pour la Saint-Valentin. Et comme on court, ça tombait bien. Voilà. Tout le monde franchira la ligne d'arrivée, la main dans la main, s'il vous plaît, comme l'exigeait le règlement. Et même si certains étaient très fatigués, quel plaisir finalement de se retrouver. Après l'effort, le réconfort qui n'était pas volé. L'information principale de ce journal, c'est la déception des Tongiens installés en Polynésie lors de la mission humanitaire du Tahiti Nui 1. 16 jours en mer et à aucun moment ils n'ont pu voir leurs proches et poser le pied sur terre à Nuku'alofa. Cela faisait près de 2 ans qu'ils n'étaient plus allés à Tonga. L'essentiel a été assuré, mais la mission laisse une pointe d'amertume pour ceux qui l'ont vécu. À retenir dans les rendez-vous de la semaine à venir, demain, lundi 14 février, la fête des amoureux. Mercredi, à l'Assemblée de Polynésie, le vote des représentants sur l'amende concernant l'obligation vaccinale. Elle devrait passer de 80 000 à 80 000 francs. Et puis, mercredi toujours, la soirée de remise des prix des trophées du sport de Polynésie française au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. À la télévision, ce dimanche soir, sur Polynésie la Première, après ce journal, une bonne comédie française, Coexister, avec Ramzi Bedia et Fabrice Eboué, 2 excellents humoristes. Et puis, les Jeux olympiques d'hiver de Pékin aux alentours de 21h. Dans la presse écrite, demain, lundi, la dépêche titre « Les pharmaciens pourront vacciner ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. Demain, retrouvez Ayata à Tarahu. Passez une très bonne soirée et je vous souhaite également une excellente semaine. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.